Hey Pat, merci beaucoup, man, d'avoir dit oui. Ben merci, c'est super cool. C'est parce qu'on se connaît pas. On se connaît, je pense, on s'est rencontrés vite une fois. Ouais. Je pense sur le terrain à mon frère. Mais t'es quelqu'un que je connais depuis 2004. Parce que depuis, moi, tu vois, UFC 2, que c'est le seul sport que j'ai écouté. Tout le monde pense que j'écoutais du hockey. Pas vraiment. C'était ça que j'écoutais. Puis maintenant, moi, en 2004... Je suis sûr que je ne l'ai pas écouté live parce que c'était difficile d'avoir les pay-per-views du UFC, mais j'allais tout le temps acheter des DVD. Puis à un moment donné, bon, je prends un DVD, puis là, Tito Ortiz, pas de côté, puis je fais, what the... Hein? Puis là, je suis juste fait, alright, il y en a un autre, tu sais. Parce qu'il y avait Dave qui était là, George était là, puis là, toi, t'es là, puis j'ai comme fait. Mais là, il faut que tu m'expliques, puis sûrement que tu l'as expliqué 40 millions de fois. Comment t'es passé de TKO là à te battre contre Tito? Tu sais, là, t'es pas rentré comme OK, on va te. Ben non, mais. Tu sais, t'as raison, je l'ai compté des milliers de fois cette histoire-là, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie d'avoir accepté ce combat-là. Puis c'est pour ça que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Puis c'est pour ça que. Tu sais, je parle que des opportunités, la chance, ça n'existe pas, puis les opportunités, ça existe. Dans les conférences, je finis tout le temps avec cette histoire-là de Ortiz parce que, tu sais, le monde, il me dit, t'es chanceux peut-être, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, mais le 22 octobre 2004, toi, t'aurais-tu dit oui à affronter Tito Ortiz à 4 jours d'avis? Je pense pas. Fait que c'est la décision qui a tout changé ma vie. Dans le fond, j'étais un champion canadien avec TKO. Puis ça allait super bien. J'étais invaincu. J'avais un gros ratio de KO aussi. Puis à l'UFC 50, j'étais supposé me battre sur la pré-carte contre un gars qui s'appelle Marvin Eastman. Puis, qui était pas rien non plus. Non, qui était pas rien non plus. Si vous connaissez pas les noms, là vous faites pause à chaque fois. Vous allez checker chaque gars qu'on va nommer. Exact. Parce que des fois, avec le temps, c'est... Non. Puis, Marvin Eastman, c'était une bête. Puis c'était, oh shit. Puis il faut dire que c'était avant USCDA aussi. Il y avait beaucoup de boss sur le corps, c'est pas de maladie. Fait que c'est contre Marvin Eastman, qui était un gros lutteur, qui était un gros bonhomme, tu sais, sur le juice à côté. Puis on s'était à Atlantic City, puis on s'en allait là. Georges se battait pour la première fois contre Matthews aussi. Georges était sous ma sous-carte. Fait que ça, c'est mon plaisir. Quand je compte cette histoire-là, c'est mon plaisir, man, à toutes les fois. Alors, on s'en va 4 jours avant de partir. Guy Mesger qui se battait contre Tito Ortiz. Il y a eu une stroke. C'était un... Je sais pas comment dire en français. Un ACV, exact. C'est ça. Fait que là... Puis là, il faut comprendre que dans ce temps-là, les UFC n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas à toutes les fins de semaine. Donc, il y avait 10 événements par année. C'était tous des pay-per-view. Puis, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre la star de l'événement qui était Tito Ortiz. Tout le monde s'est déplacé pour ça. Le monde se foutait un peu des combats d'avant parce que c'était comme un peu la boxe dans ce temps-là. Là, à cette heure, le premier combat de la pré-carte peut être le meilleur combat de la soirée. Fait que ça a beaucoup changé. Puis encore une fois, là, je te coupe, là, pour ceux qui ne savent pas, Tito... Oui, ça a mal vieilli, Tito, mais Tito, dans ces années-là, il était dominant, il était extraordinaire. Tu sais, là, c'était pas rien. Là. Exact. Il traînait le UFC sur son dos. C'était le poster boy du UFC. C'était l'ancien champion du monde aussi. C'était le gars qui a changé. C'est l'inventeur du ground and pound, honnêtement. C'est lui vraiment. Puis, tu sais, c'est lui qui a amené un autre aspect comme étant... spectacle au sport. Je pense que ça a été le premier gars qui a vraiment, avec son attitude, être capable de vendre ce sport-là, pas seulement avec ses performances sportives. Peu importe. Là, on cherche un adversaire pour Tito Ortiz. On a probablement appelé tout le monde dans le roster à cette catégorie de poids-là à demi-lourd. Puis personne n'a accepté le combat. Avec raison. À part nous autres. À 24 ans, il nous appelle, mon gérant m'appelle, il dit tu te bats contre Tito Ortiz dans 4 jours. Le soir, on s'en allait prendre l'avion pour Atlantic City. Fait que là, je raccroche, je regarde mon coach, je me regarde, ouais, je rappelle, OK, go. Tu sais, les opportunités là, de même, ça n'arrive pas à tous les jours. On m'a donné l'opportunité de rentrer par la plus grande porte incroyable au UFC, je l'ai pris. Ce gars-là, je le dis, je le répète souvent, c'est fucké parce que ce gars-là, c'était un de mes idoles. J'avais appelé mon chien Tito 1 an et demi avant de me battre contre lui. Pourquoi? Parce que j'avais un Golden Retriever puis il avait la même couleur de cheveux que Tito Ortiz. C'est pour ça. Il était sur mon screensaver d'ordinateur. Toute fois, j'ouvrais mon ordinateur. Écoute, il était là. Puis j'avais comme basé un peu mon personnage dans TKO autour de lui. Tu sais, je rentrais avec mon drapeau aussi sur une de ses chansons. OK, c'est ça, je voulais savoir. Okay, j'avais comme basé mon personnage de combattant sur lui.
Puis quand je suis arrivé là, la meilleure affaire qui m'est arrivée, c'est d'avoir eu juste 4 jours à penser à ce combat-là. Ben, j'ai pas eu le temps d'être nerveux. J'ai cligné des yeux, il était en face de moi, puis c'était fini. C'est vraiment ça. Ça a joué quand même vraiment à ma faveur. Puis la seule façon que je me disais que je peux gagner, c'était dans le trash talk avant, puis à peser. Je m'en allais là pour gagner. Mes chances étaient très minces. Mais dans des entrevues avant, je disais qu'il ressemblait à Jay Leno parce qu'il avait un menton gros comme lui. J'arrêtais pas de l'insulter. Puis à peser, il m'a fait une espèce au face-à-face. Il a voulu me faire peur, faire ça de même. J'ai pas bougé. Puis là, quand je suis revenu m'asseoir, mon coach il disait hey, c'est malade, t'as pas bougé, t'as gagné la première manche. J'ai failli pisser dans mes culottes. J'ai pas bougé parce qu'il m'a surpris. Pour vrai, c'est exactement ça. J'ai figé vers raide. Fait que ça a bien passé, mais en dedans de moi, j'ai fait sacrément, ça va pas bien. Puis, ce qui est arrivé, la meilleure fois qui m'est arrivé dans ma vie, c'est d'échouer, c'est de perdre ce combat-là. Pourquoi? Parce que moi, j'étais un nobody. On m'appelait, après ce combat-là, on m'appelait le Fat Canadian. Parce que j'étais gras, mais j'étais bon. C'était pour ça. Fait que c'était comme le bacon canadien. Exactement la même affaire. Puis, à 30 secondes du premier round, je l'ai rocké. Puis il est tombé à mes genoux. Puis là, après ça, j'avais pas beaucoup d'expérience dans ce temps-là. Donc là, je l'ai rushé, puis il m'a amené à terre. Et là, le fameux ground and pound a commencé. J'ai dû manger 300 coups de coude dans ce combat-là. Mais j'ai fini sur mes pieds quand même. Yes. Puis, après ce combat-là, personne ne savait j'étais qui. Avant ce combat-là, personne ne savait j'étais qui. J'étais pas supposé d'être là pendant 30 secondes. J'étais un nobody. C'était mon premier combat à l'UFC, donc main event. Tout le monde était, what the fuck? C'est quoi ça, là? Mais personne ne parlait de la victoire de Tito Ortiz après. Tout le monde parlait de OK, man, there's a new sheriff in town. Il y a vraiment. Côté, exactement. Il fait partie. J'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Puis aujourd'hui, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. Parce que imagine, là, je gagne contre Tito Ortiz. C'est qui après? Ouais. Randy Couture, Chuck Liddell ou Victor Belfort? Je suis dans la mort, m'entends dire. Là, je suis pas bien, là. Fait qu'après ça, je me suis changé de catégorie de poids. Puis j'ai fait une carrière 185, 170 livres après. Mais écoute, gagner ce combat-là, ça aurait été le pire cauchemar, honnêtement. Là. Fait que tout est bien arrivé, finalement. Mais parlant de poids, parce que t'en as fait 3. Ouais. Vraiment de 170 à 205. Là. Exact. D'habitude, c'est le contraire. Quand tu vieillis, tu montes. Oui, mais c'est énorme. Fait que je me demande tout le temps, il y a eu Rumble que comme c'était un désastre d'être si mince. Puis après ça, il était tellement dominant à 205. Fait que toi, comment tu t'es senti dans ces... Tu sais, comme... Tantôt, on parlait, après ça, félicitations, gagnant des ADCC en fin de semaine. Yeah, ça a bien été. Oui, fait que ça, je voulais pas... mais là, t'as juste dit, je suis allé à mon poids naturel, tu sais. Fait que toi, dans ta carrière, là, disons, là, ton poids naturel, où t'étais vraiment bien, y en avait-tu un ou c'était comme pas... tu sais, j'ai eu vraiment... Quand j'ai descendu à 170 livres, j'ai donné une deuxième vie à ma carrière, honnêtement, puis ça a super bien été. Puis le monde disait, t'aurais peut-être dû faire ça avant. Je me suis battu pour le championnat du monde à 185 livres. Je pense que j'ai une bonne run pareil. Là. C'est juste qu'avec maintenant, avec les connaissances d'alimentation, de déshydratation, de réhydratation, les gars sont énormes. Là. Avant, là, dans 10 ans, c'était les Milo, les 205 livres qui étaient des géants. Aujourd'hui, c'est les 185 livres. Tu regardes des gars comme Yoel Romero, des gars comme Paulo Costa. Regarde juste Pereira. C'est Pereira. Quand tu le vois après, il est énorme. C'est des monstres. T'sais. Puis je vais tout le temps me souvenir... je sais pas c'est quel l'UFC, mais l'UFC 158, je pense 154 à Montréal ici. Je me suis battu contre un gars qui s'appelait Alessio Sakara. Mon dernier combat à 185 livres. Puis on était les deux à 185 à peser la veille. Puis je savais qu'il était plus gros physiquement que moi. Là. Mais le lendemain, je suis rentré dans l'octogone. J'ai dit, Chris, c'est son frère. C'est pas lui, certain. Voyons donc. Il avait doublé. J'ai dit, OK. J'ai gagné le combat pareil. Mais après ça, j'ai dit, OK, c'est moi qui vais faire cette impression-là. Puis, tu sais, je me pesais à 170. Puis le lendemain, je rentrais dans l'octogone à 190, 192. Tu sais, j'avais un gabarit qui était plus gros aussi. Il y en a qui vont dire, c'est de la triche, c'est non, pas... les règles sont là. Ça, je m'en fous. Si les règles, c'est ça, puis tu arrives à jouer à l'intérieur, pourquoi tu le ferais pas, tu sais? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a une raison pourquoi la pesée est 24 heures d'avance. De un, c'est un gros show. Mais de deux, c'est pour donner la chance aux combattants de se réhydrater. Ben oui. Là, ils vont dire, ouais, mais ils ont juste à pas se réhydrater si la pesée est 2 heures avant. Il y en a qui vont le faire pareil. Exact. T'sais? Fait que c'est pour donner une chance aux combattants d'arriver en pleine forme. Mais t'aurais-tu aimé mieux aussi avoir... En tout cas, moi, j'aurais beaucoup aimé avoir plus de catégories de poids.
Ou toi, t'as fait comme... Parce que j'ai jamais compris que, OK, 145, 150, puis après ça, whoop, 155, puis là, on a de 170 à 185, whoop, 185 à 205, je fais... Calais, il y en a qui sont pognés dans le... T'as raison. Qui sont un peu petits. Non, mais je ne sais pas, je sais qu'ils n'en voulaient pas. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Le problème, c'est le bassin. C'est le bassin de combattants élites pour faire des nouvelles catégories. On a fait des... les 125 livres à l'UFC, ça a failli disparaître à un moment donné. Là, puis à un moment donné, les 125 livres se sont regardés. Ils disaient, hey, on donne-tu un bon show? Puis là, aujourd'hui, c'est une des meilleures catégories. Mais il y a des catégories qui sont... Les poids lourds de l'UFC, là, ça a été longtemps la pire catégorie au monde. Là, honnêtement, il n'y avait pas du grand talent. À cette heure, la nouvelle génération arrive. C'est des gars qui sont en shape, ils n'ont pas juste une plaque. Ils sont légers aussi, puis ils sont capables de faire 5 rounds, pas juste tourner en rond. Fait que le sport a bien évolué. Tu comprends? Mais c'est vrai que, 15 livres de différence entre chaque catégorie de poids, c'est énorme. Puis je te dirais, la plus grosse différence maintenant, c'est les 170 à 185. Les 185 livres, c'est des géants, c'est des monstres. Là. Parce que personne n'a pas 205. John Jones a monté, mais... Fait que là, toi, t'es-tu... Ça, j'étais pas sûr, mais je pense que oui. T'es le Canadien qui a le plus de combats dans le UFC ou t'es le Québécois qui en a le plus? Non, c'est ça que... Je suis le Canadien si on compte les 2 combats que j'ai faits dans l'Ultimate Fighter, la 4e saison. Donc, si tu comptes ces combats-là, OK, qui est... je les ai fait pareil, je les ai sous la bannière de l'UFC. Exact. Okay. Moi, j'ai compte, en tout cas. Donc, avec ces 2 combats-là, j'ai un combat de plus que Georges. Donc, j'y tiens à ce combat-là, tu comprends? Mais sinon, tu sais, j'ai fait une carrière de 12 ans à l'UFC, ce qui est quand même très, très long. Ben, je pense qu'on oublie à quel point tu as été là pour une longue run. Là. Puis tu sais, tu as été, je cherche le mot français, là, relevant, où tu étais là. Tu n'étais pas juste comme un remplisseur. Là. Puis même si tu l'étais, une fois que tu es là, moi, c'est comme quand tu es pro, tu es pro. Ah, exact. On oublie le step que ça prend de, tu sais, le faire. Non, je suis avec les meilleurs au monde, là, constamment. Puis honnêtement, je pense, dans toute ma carrière à l'UFC, j'ai fait un mauvais combat. Contre Tom Lawler à l'UFC 121. Ils m'ont sacré dehors après aussi. Mais ce combat-là, ça a été horrible. Ça a été, je te dirais, là, sur mes 21 combats, 22 combats à l'UFC, c'est le seul que je peux dire que ça a vraiment pas bien été. Puis, pas que j'ai choqué, mais j'étais pas dedans. T'sais, Cowboy Cerrone, oui, c'est vrai, je me suis fait faire plier les genoux une couple de fois, mais j'étais là pareil. Mentalement, j'étais là. Ça marchait pas comme je voulais, mais it is what it is. Mais je te dirais juste un combat que je te dis que je suis pas bien fier de celle-là. Puis ça, c'est... Parce que moi, je me souviens aussi quand tu t'es fait dropper sa tête par Belcher à Montréal, c'était tellement... C'était poche. Ah ouais. J'avoue. Non, mais dans le sens, c'était poche parce qu'il y avait comme c'est comme, hey, OK, attends, là, ça marche-tu, ça marche pas, ça marche pas, puis c'est pas après, c'est fini, puis c'est correct, puis c'est une défaite, puis tu fais, OK, mais qu'est-ce qu'on fait là? OK, fait qu'on peut le faire. On fait des marteaux pilons à tout le monde. C'est parce qu'ils m'ont dit que j'avais levé ma tête puis ils m'avaient pas envoyé sur le dessus de la tête, mais sur le front. Mais le pire là-dedans, c'est pas ça. Le pire là-dedans, là, c'est que il m'a choqué après. Ouais. Puis lui, il a un méchant tatoulette de Johnny Cash sur le bras. Johnny Cash. Johnny Cash, il me donne un bec et ça joue. Je suis comme ça de même, puis Johnny Cash, il est là, puis il me donne un bec. Ça, c'est la pire photo qui existe. Johnny Cash, lettre, qui me donne un bec, puis je suis en train de plus respirer, je manque d'air. C'est ça le pire. Ouais, ça pourrait être des bons t-shirts. Ah ouais. Quand toi, t'as pris ta retraite, ça a été... Parce que de la manière que je suis pas, de ce que j'ai lu, de ce que j'en comprends, c'est pas quelque chose que tu as parlé longtemps avec tout le monde. À personne. Fait que c'est vraiment juste toi qui... Ouais. Tu l'as-tu appréhendé un petit peu avant ou c'était vraiment tout de suite après le combat, tu as fait... Non. Finalement, j'ai pas pris ça sur le coup de même si j'avais gagné mon dernier combat, je prenais ma retraite pareil. Okay. J'avais décidé ça 2 mois d'avance. Okay. Il y avait juste mon coach Fabio qui le savait. Je voulais pas que... Tu sais, je voulais être égoïste là-dedans. Puis, tu sais, même, ça se passait à Buffalo, puis d'habitude, ma femme venait tout le temps avec moi. Je dis, on s'en va à Buffalo, là. C'est pas sûr que tu auras bien du fun là-bas, là. Fait que, tu sais, restais à la maison. Puis, en même temps, c'était bien correct de même. Puis tu sais, quand je l'ai annoncé, tout le monde était chez nous. On écoutait ça sur l'écran géant, puis tout le monde est resté saisi. Puis même ma femme, tu sais, on s'en était déjà parlé, mais la décision n'était pas prise.
Puis pourquoi je l'ai fait, j'ai juste pensé à moi là-dedans, ben, je me suis dit, tu sais, dans les 15 dernières années, j'ai fait tellement de sacrifices pour me rendre là. Donc, tous les derniers moments que je vais vivre, la dernière coupe de poids, la dernière entrée vers l'octogone, la dernière fois que Bruce Buffer écrit mon nom et je donne un fist pump, ces dernières affaires-là, je voulais pas que personne partage ça avec moi. Je voulais que ça soit vraiment ça. Puis je pense, j'ai fait la bonne affaire. Tout le monde a compris ça. Ma femme, elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit, t'as vraiment fait la bonne affaire, pour vrai. Ben, prendre ma retraite parce qu'elle avait hâte quand même. Oui, je comprends. Mais de vivre ça pour moi, puis aujourd'hui, je peux te dire que ça m'a aidé à passer à d'autres choses. Parce que tout ce que j'ai vécu là, je savais qu'il y avait juste moi qui le savais là-dedans. Fait que, tu sais, il y a personne qui pouvait... Puis je voulais pas l'annoncer d'avance puis que ça soit concentré sur c'est ton dernier combat qui avait pas rapport avec le combat. Ça me tentait pas, ça. Ça me tentait pas. Je comprends. Ouais. Mais le fait que toi, tu as pris la décision, c'est tellement énorme. Tu sais, c'est un privilège. C'est ça, parce que je connais plusieurs, pas juste des gars qui se battent, mais d'autres athlètes, puis souvent, c'est pas eux autres qui décident. Non. C'est l'environnement qui décide, l'équipe, ou quoi, qui font c'est fini, on n'a plus besoin de toi. Puis là, il y a comme il y avait vraiment une période fait que d'être capable de le faire soi-même comme un grand. Ben, c'est un privilège. C'est un privilège d'être capable de prendre, de me retirer sous mes propres termes. J'avais encore un contrat. Je savais qu'il me restait peut-être 2-3 bons combats dans le corps, mais à quel prix? Puis je te dirais, le combat contre Cerrone, ça a été un combat pivot pour moi. C'était comme, OK, je le bats, je suis reparti sur un autre title run ou je le bats pas, puis OK, là, on vient de faire un méchant pas en arrière. Okay. Fait que, tu sais, je voulais pas finir ma carrière comme ça avec un combat contre Cerrone. J'ai fini ma carrière face à Thiago Alves dans un combat qui me ressemblait, une guerre incroyable. Yeah. J'étais fendu, j'avais du sang plein en face. C'est ça que je voulais. Tu sais, ça a l'air bizarre. Non, ça a pas l'air bizarre. Mais tu sais, ça définissait exactement le genre d'athlète que j'étais dans ce combat-là. Aller à la guerre, saigner, pas abandonner, puis jusqu'à la fin. Puis, regarde, quand je trouvais ça bien cool, pareil, que Joe Rogan me passe en entrevue après, parce que là, ils le font un petit peu plus souvent, mais avant, là, ils ne faisaient pas d'entrevue avec... Ça aurait pu déjà être la non, exact. Ils font pas d'entrevue avec les perdants. Mais tu sais, que j'ai mis mes gants à terre, puis ils m'ont regardé, ils disaient, OK, je m'en viens. Puis ils m'ont parlé avant Thiago, puis c'était super cool, c'était à Buffalo, puis je m'attendais pas à ça. J'ai une ovation debout quand je suis parti. Fait que tu sais, j'ai fait la bonne chose, puis aujourd'hui... Même si j'ai perdu mes 2 derniers combats en carrière, le monde il me parle de ma carrière et non pas de mes 2 dernières défaites. Fait que je me dis, j'ai réussi ma sortie. J'ai fait les choses comme il faut. Puis, t'as-tu eu un petit... Parce que c'est ça je te dis, t'as-tu eu un petit tampon entre... Ça, c'est fait, tu retournes à la maison, ça veut dire que, bon, là, les prochains combats, que, tu sais, là, OK, il y a des preps. Puis là, ça, c'est OK, non. Fait que... Comment toi, tu sais, parce que moi, j'en ai vu de toutes les couleurs d'amis qu'il y en a que ça a bien été parce qu'il y avait déjà des choses installées, fait qu'ils ont pu se raccrocher. Il y en a d'autres que ça a été dur. Mais tu sais, moi, ce qui m'a aidé à passer à travers, c'est sûr que, tu sais, moi, depuis 2008, je suis la voix francophone de l'UFC, fait que j'étais encore là, fait que j'ai tout le temps été resté accroché au sport pareil. Mais tu sais, le lundi d'après, que je me lève chez nous, puis là, ma fille, elle venait de naître, elle avait 6 mois. Tu sais, moi, je suis supposé être au gym, là. Fait que là, je me lève, le bébé braille, le chien court dans le salon. Je suis pas supposé être ici, man. Et là, ça m'a état de panique, là. T'es supposé être au gym 2 à 3 entraînements par jour. Là, t'es comme, OK, là, tu décompresses. Puis en 2009, moi, j'étais un ancien militaire. Yeah. Puis moi, j'ai pris ma retraite, je suis sorti de l'armée en 2004, mais en 2009, le gouvernement du Canada, il a envoyé des personnalités culturelles sportives en Afghanistan. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais on était partis là-bas avec des joueurs de hockey puis des personnalités culturelles. Puis Patrice Brisebois m'avait donné le conseil que j'ai suivi jusqu'à temps de prendre ma retraite. Il m'a dit, tu sais, Pat, il dit, t'as bien beau avoir 50 millions dans ton compte de banque. Si t'es pas préparé à prendre ta retraite, tu vas être en dépression, tu vas virer alcoolique, tu vas être un addict à quelque chose. Il faut que tu sois préparé. Puis quand je suis sorti, quand j'ai pris ma retraite, j'étais prêt. J'avais préparé mon après-carrière. Puis je me souvenais tout le temps de ce conseil-là qu'il m'avait donné. Puis il m'a dit, c'est pas une question d'argent que tu as dans tes poches, c'est une question de temps qu'il faut que tu occupes après parce que tu vis plus de ta passion. Puis ça m'a toujours resté dans la tête. Puis c'est toujours ça que je me suis dit quand j'allais prendre ma retraite que j'allais avoir les options pour pouvoir combler ce manque de temps-là. Tu sais. Mais ça, cette discipline-là, parce que c'est ce que c'est,
c'est-tu quelque chose que tu avais avant ou que tu as découvert quand tu es rentré dans les forces armées? Ou non, mais c'est ça pareil, parce que c'est un mot que souvent, il est vu négativement, mais c'est tout le contraire. C'est pas... c'est bon. C'est juste du bon. Ça achète tellement de belles choses, la discipline. Ouais. Inconsciemment, l'armée m'a donné une discipline de vie. Okay. Je dis inconsciemment parce que moi, je suis sorti de l'armée parce que j'étais écœuré de la discipline. Là, ils m'ont dit, ouais, t'es bien épais, c'est comme la base de l'armée. Oui, mais moi, sur le terrain, j'étais un excellent soldat, j'étais un des meilleurs. En garnison, j'étais le pire. Tu sais, avoir des bottes propres, couper mes cheveux ici pour avoir l'air d'un tata, mais je courais pas plus vite. Pour moi, ça faisait pas de sens, tu comprends? Fait que j'ai reçu beaucoup de mesures disciplinaires et des amendes à cause de ça, à cause que je rentrais pas dans le moule de la discipline, pour moi, qui faisait pas de sens. Mais ce qui m'a sauvé, pourquoi je me suis jamais fait sacrer dehors, c'est que sur le terrain, je livrais à marchandises. Moi, j'étais un gars de terrain. Puis quand je suis sorti de l'armée en 2004, c'est justement à cause de ça, j'étais écœuré, j'étais plus heureux là-dedans, j'étais tanné de cette discipline-là pour moi qui faisait pas de sens. Puis je critique pas l'armée, là. C'est ça l'armée, it is what it is. Puis ça m'a donné une discipline de vie inconsciemment pour être vraiment discipliné, pour vivre une vie d'athlète. Tu sais, être un athlète, c'est une chose. Vivre la vie d'un athlète pour passer au niveau supérieur, c'est un autre. Puis tu sais, ça, je parle de sacrifice. Je parle de tu te prépares pour un combat, je vais parler de mon sport, mais tu te prépares pour un combat. T'sais, moi, l'été, là, j'allais pas à des barbecues, là. T'sais, moi, j'arrivais pas au barbecue avec mon poulet bouilli, mon brocoli, pendant que mes chums boivent de la bière puis ils mangent des hamburgers sur le barbecue. Je serais pas heureux, là. Fait que, je restais chez nous. C'est souvent, quand j'étais en préparation de combat, je m'isolais du monde social parce que je restais chez nous, parce que ça me donnait rien. Ça vient avec c'est des passes, c'est des vagues, là. C'est sûr, quand c'est fini, tu fais le party comme tout le monde, mais cette discipline-là, pour arriver au combat prêt, il faut que tu l'aies. Tu peux pas... Il n'y a pas de raccourci. Puis, tu sais, moi, j'étais pas un grand athlète. Tu sais, puis je le sais, ça. Puis, tu sais, j'étais pas destiné à devenir un athlète professionnel. Je suis pas destiné pour devenir un des meilleurs athlètes au monde dans mon sport. Puis, il y a des... Moi, je suis peut-être, il y a des gift athletes. Ça veut pas dire qu'ils travaillent moins fort. Tu sais, j'aurais jamais été capable d'être comme un Georges Saint-Pierre. Lui, c'est un gift athlète. Il travaille très fort, probablement plus fort que moi. Ça veut pas dire ça. Sauf que, moi, j'ai bûché pour essayer d'arriver là. Puis je pense que c'est pour ça que le monde s'est un peu plus reconnu en moi. Puis j'aurais pu être ton voisin, puis tu savais même pas ce que je faisais. T'sais. Fait que, si j'étais pas le plus shapé, j'étais pas le meilleur non plus. Je me débrouillais dans tout. Mais j'avais une tête de cochon puis un cœur gros de même au travail. Puis il y a du monde qui ont bien plus de talent que moi, qui se battront jamais au championnat du monde, mais moi, je l'ai fait. Fait que ça, les personnes, ils peuvent me l'enlever. Non. Puis ça, c'est une affaire, par exemple, que j'avais remarqué de toi, de ce que je pouvais voir avec soit les entrevues ou comment tu appréhendais le combat, parce que t'étais un des... Je te dis pas rare, parce que j'en connais pas assez, mais t'avais pas l'air d'être rongé par l'anxiété. Comme il y a beaucoup de gars qui se battaient que... Ils ont été bien. Je suis bien chum avec comme Dave Loiseau, puis c'était quelque chose que Calais s'est trouvé ça difficile. Même Georges a trouvé ça difficile. Je veux dire, puis toi, c'était plus comme. Alright, enfin, là, j'arrive à me battre tout le temps que je viens. Puis je sais pas si c'était un mindset, que c'est juste que toi, c'était comme ça, mais j'étais comme, c'est-tu quelque chose que toi, il a fallu que tu deals avec, ou en gros, c'était comme. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, t'as fait de l'armée, c'est sûr, ça t'a bâti. Moi, j'ai appris une phrase dans ma vie qui a tout changé, professionnel et personnel, c'est contrôler le contrôlable. Fait que, tu sais, moi, je trichais pas dans mon entraînement, je trichais pas dans mon alimentation. J'arrivais comme la meilleure version de moi-même. Tu sais, quand t'as un doute dans la tête, c'est parce que t'as fait quelque chose de pas correct. Quand t'es stressé, c'est parce que t'as un doute dans la tête. Mais moi, j'arrivais le soir du combat, puis je me disais, regarde, si Mba, ce soir-là, était meilleur que moi, mais je m'arrangeais pour pas avoir de culpabilité envers peut-être les raccourcis que j'avais pris dans mon training. Avec ma préparation, exactement. Mais la journée du combat, avant de partir pour l'aréna ou pour le casino, vers 3h30, tu t'aperçois que tu vas pas cueillir des fraises. Là, tu te dis, calvaire, OK, je vais en recevoir. Nous autres, on est bien généreux, les combattants, on aime bien mieux donner qu'à recevoir, mais c'est ça. Mais moi, pour moi, le vestiaire, ça a tout été mon happy place. Okay. Aussitôt que j'arrivais dans le vestiaire, j'étais comme...
plus de pression, j'avais du fun, je parlais avec tout le monde, puis on avait bien du fun. C'est sûr, j'avais Fabio dans mon coin, mais j'avais Howard Grant aussi. Puis Howard Grant, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est le gars le plus drôle que j'ai vu de toute ma vie. Puis lui, il faisait tomber le stress, incroyable. Puis c'était juste le fun. C'est ça qui était cool. Savent pas aller googler les frères Grant, ils sont à Montréal en plus. Mais surtout Howard. Howard, il est fantastique pour vrai. Puis tu sais, voyager avec lui, c'était tellement... c'était tellement facile d'avoir la tête vide avec lui parce qu'il parlait de tout sauf du combat. Okay. Puis tu sais, on était capable de parler d'autres choses. Puis quand c'était le temps d'aller dans le combat, OK, là, c'est correct. Fait que, tu sais, il faut que tu trouves un bon entourage. Je pense que ça a été une de mes plus grandes forces aussi, c'est d'avoir un bon entourage. Quand ça allait bien, c'est facile d'avoir un bon entourage. Quand ça va mal, tu t'aperçois qui reste. Puis je pense que ça a été une des plus belles qualités en tant qu'athlète. Ça a-tu été vraiment ton même crew, comme vraiment presque du début, ou il y en a qui se sont juste greffés un petit peu? Il y en a qui se sont greffés, le cœur a resté. Écoute, il faut que je te conte ça. Moi, j'ai commencé à Québec avec un gars qui s'appelle Philippe Lagacé, dans l'équipe qui s'appelle Team Union. Ça n'existe plus, là. Et là, jusqu'à temps que je me batte contre Tito Ortiz. Yeah. Et après ça, Philippe Lagacé, que aujourd'hui, je le remercierai jamais assez. C'est lui qui m'a pris sous son aile au début. C'était une équipe de jiu-jitsu brésilien. Puis là, après ça, ils se sont transformés en faire du MMA et à faire le même. Du combat extrême qu'on appelait dans ce temps. Ça n'existait pas. Puis, à un moment donné, après ce combat-là, j'avais déjà commencé à faire des back and forth à Montréal. Je restais à Québec pour m'entraîner avec Brazilian Top Team, avec Fabio Holanda. Puis, à un moment donné, il m'a regardé. Puis, tu sais, c'est un sport que le monde veut tout garder pour eux autres. Puis Philippe m'a regardé dans les yeux, il dit, honnêtement, là, il faut que tu t'en ailles. On peut plus te faire avancer. Puis tu sais, cette espèce de vérité-là qu'il m'a dit en pleine face, c'est le gars que je respecte le plus au monde pour ça. Puis c'est à cause de lui que j'ai été capable de monter ma game puis de me battre après ça pour le championnat du monde. Il a été honnête avec moi à place de vouloir garder le succès pour lui. Ouais. Parce qu'il dit, hey, c'est moi qui t'ai monté, c'est moi qui t'ai rendu au UFC. Il m'a regardé dans les yeux. Puis il voulait vraiment la meilleure affaire pour moi. Pour toi. Fait qu'il dit, là, il faut que tu sacs ton camp. Il dit, reviens plus ça. Je dis, calvaire. OK? Au début, je suis dit, ouais. Mais après ça, tu réalises, OK, il a vraiment fait ça pour moi. T'sais. Wow. C'était écœurant. Puis après ça, tu vois, fait que t'as eu. Fait qu'à partir de Tito, t'as eu Fabio qui était là quasiment directement parce Fabio, que t'étais là. Puis Howard. C'est lui qui t'a présenté Howard ou tout ça? Ou comment non, c'est par d'autres boxeurs. Okay. Parce que c'était pas mal. On s'entend que c'était... Il n'y avait pas grand monde. Non, exact. T'es arrivé à Montréal, t'avais comme... C'est le who's who, puis c'était pas mal le même monde. Là, exact. Il y avait deux équipes. T'avais Tristar, puis t'avais BTT. Exact. Puis, tu sais, il y en avait plusieurs du Tristar qui s'entraînaient au BTT au début. Puis, tu sais, il y avait un roulement. Puis là, à un moment donné, là, ça a fait deux équipes distinctes. Puis il y a une certaine politique là-dedans. Moi, j'ai jamais été là-dedans. Moi, je peux aller. Moi, ce que je peux te dire, là, je peux aller m'entraîner n'importe où dans le monde, puis je vais me faire accueillir parce que j'ai tout le temps été franc avec tout le monde. Yeah. J'ai tout le temps dit dans pleine face ce que je pensais. Puis, j'ai un super gros respect envers Firas, avec tous les gars du Tristar, avec tout ce qu'ils ont accompli. Puis, j'ai un respect pour tout le monde qui s'entraîne pour ce sport-là. Mais ça a été Fabio puis Howard. Puis après ça, il y a eu quelques coachs de Muay Thai qui se sont greffés là-dedans. Oz Benelli, O'Car Excellence, qui a été mon coach de conditioning pendant des années et des années. T'sais, moi, j'ai été un des rares fidèles à mon équipe qui est resté là. Oui, je me suis promené souvent. Tu peux aller chercher de l'expertise des fois. Tu vas chercher un genre. Absolument. J'allais m'entraîner souvent à Boston avec des gars comme Kenny Florian, des choses comme ça. J'allais souvent à New York m'entraîner avec Matt Serra, qui ont devenu des super bons amis. Ouais. J'allais 2 fois en Thaïlande m'entraîner là-bas aussi. Comment tu peux pas aimer Matt Serra? Impossible. Pour vrai, là. Je le connais pas, là, mais à chaque fois qu'il était là, puis surtout quand il était revenu à Ultimate Fighter, tout ça, là, il me faisait rire. Puis en même temps, il était un des seuls qui disait ce qu'il pensait. Ouais. Peu importe, que Hughes passait, puis t'es comme, non, Chris, arrête de. Puis pas un front, pas. Non, c'était vraiment lui. Puis après ça, il pouvait faire une joke pour arriver. J'étais comme, comment tu peux pas aimer ça? Alors, il est fantastique, pour vrai. Puis c'est un vrai New Yorker. C'est un vrai. Puis il est loud, il parle fort, puis il a une grosse personnalité. Puis c'est ça. Puis tu sais, s'il t'aime pas, il va te le dire. Là. Mais après ça, il va te le dire. Après ça, c'est cool. Ouais, c'est cool, man. Après ça, si toi, ça t'appartient si t'es fâché après moi. C'est exactement ça qu'il pense. T'sais. Je vais te dire que t'es un mange-marde. Si t'es fâché après moi, ça t'appartient. Après ça, c'est cool. On peut faire d'autres choses. Fait que c'est exactement ça, Matt Serra. C'est nice.
ton premier... OK, là, il faut que tu me parles de ton premier... ta première carte que tu étais commentateur à RDS. Là, y en avait-tu un petit peu plus d'anxiété? T'étais-tu un petit peu plus nerveux? Écoute, ou... Le premier qu'on a fait, c'est le 19 avril 2008. Parce que c'est live, tu sais, c'est pas... Ouais. Puis en plus, on était sur place. Sur place, c'est beaucoup plus facile. Quand t'as pas d'expérience, parce que la foule est là. La foule est là, t'es dedans, puis... Fait que là, moi, j'étais supposé faire ça avec Jean-Paul Père au début. Yes. Mais c'était un show de 6-7 heures quand même. Fait que là, Jean-Paul, il a dit à son fils, Jean-Paul fils, il disait que je serais pas jamais capable de faire ça. Puis il y a eu ce job-là par la bande. Je suis content. Ouais. Jean-Paul, puis moi, on est rendu de même. Tu sais, il m'a le défendre jusqu'à la mort. Jean-Paul, c'est mon body. Puis c'était le premier, c'est l'UFC 83, quand la première fois que l'UFC est venu ici. Puis c'est drôle de dire ça parce que je pense que c'est là 1 an ou 2, on a réécouté 2-3 combats qu'on a fait de ça. Okay. C'est le bordel. On se parle un par-dessus l'autre. Puis là, quand Georges gagne, puis moi, sur place, je suis incapable de m'asseoir. Je suis pas capable. À toutes les fois qu'on était sur place, là, on y va plus sur place, là, mais on y était souvent avant que TVA Sport pogne les droits. Après ça, c'était à RDS. Yeah. Mais on a voyagé souvent. On voyage tout le temps quand Georges se battait aussi. Je suis bien de la misère à ma sphère. Fait que, tu sais, moi, j'étais un fan de ce sport-là. Ah ouais, toute la soirée. Là, je m'assis, j'ai bien de la misère. Puis, tu sais, sur place, c'est facile d'être dedans. Tu sais, quand t'as pas d'expérience en studio, faut peut-être de l'imagination, là, beaucoup, là, tu sais. Mais avec ça, tu sais, j'ai tout le temps dit que j'étais un fan de ce sport-là avant. Je l'ai été, évidemment, quand je l'ai fait, puis je le suis encore. Je pense que ça se transparaît l'écran. Ça transperce l'écran quand je le fais. J'aime ce sport-là. Je l'ai tatoué, pas juste à cause des cicatrices, mais je l'ai tatoué sur le corps. J'aime ce sport-là fondamentalement. Puis j'aime les athlètes. J'aime voir comment le sport évolue. Puis à Star, Jean-Paul et moi, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble cette année. On est comme un vieux couple qui s'est jamais chicané. Puis on a notre tellement notre pacing parfait maintenant, ce qui fait que on n'a même plus besoin de se regarder. On sait exactement nos tons de voix, puis de faire la même. Puis pendant ces années-là, au début, moi, je voulais être bon là-dedans. Je connaissais ma matière, mais évidemment, j'appelle ça des mots sécurité, de faire la même. Fait que je savais prendre des cours de diction, je savais prendre des cours vraiment de médias pour mieux parler devant la caméra, puis ça a donné ça. Puis aujourd'hui, je suis super content d'avoir fait ça. J'ai été capable de trouver ma façon de vulgariser ce sport-là pour pas prendre le monde pour des épais, ceux qui connaissent ça, puis pas être trop vite pour le monde qui connaissent pas ça. Fait que je pense que j'ai trouvé le juste milieu. C'est ça, moi, au début. Je me souviens, puis tu sais, Jean-Paul, je l'ai rencontré un paquet de fois juste comme ça, mais au début, j'étais comme... Non. Puis là, j'écoutais, non, Jean-Paul, non, voyons, Chris, connais rien, non. Puis là, il ramenait tout le temps ça à la boxe. C'est pas de la boxe, ça se dit, arrête. Ouais, mais là, c'est jamais, il va manger un coup de pied. Ça me faisait rire, mais j'étais là, hey. Donc, ça, c'était live. Quand t'as fait ton premier en studio, pas de foule, avec les caméramans puis la gang qui mange dans le fond. Ça, c'était quoi? C'est sûr qu'il faut que tu te mettes beaucoup plus dedans. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un maître à côté de moi. Jean-Paul... tu fais la passe, là, il va te faire 30 minutes de temps sans se répéter. Bon, oui, il va parler de Rocky Marciano puis de la boxe de 55 ans, mais il n'y aura jamais de temps mort. Fait que, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a appuyé, puis il m'a appris énormément pendant ces années-là. Puis il m'a montré le métier d'analyste, puis de commentateur, puis d'animateur d'une manière que je pense que j'aurais jamais appris avec quelqu'un d'autre de cette façon-là. Oui, exact. Il n'y a pas... ça, c'est nice. Mais ça qui est le fun aussi de ces commentateurs-là ou de ces gars-là ou ces filles-là qui ont fait plein de sports, qui ont côtoyé plein d'athlètes, puis ont un amour pour le sport en général. Exact. Puis les athlètes, puis tu sais, là, fait qu'ils sont capables de... Oui, viens parler de telle affaire, puis c'est pas grave si on va trouver des termes. Parce que juste les termes, au début... Français? Moi, c'était tout en... c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'était tout en anglais. Ou une espèce de japonais poche, là, où tout dépendant, où tu apprends tes affaires. Fait que là, c'était comme... Attends une minute, là, c'est quoi? Moi aussi. Pendant 10 ans de temps, là, avant de faire de commentateur, j'étais tout en anglais. Mais là, après ça... avoir la vitesse d'esprit de dire ça en français, c'est fini. Le gars, il s'est sorti de là, tu dis... mais là, à Star, ça sort tout seul, mais juste essayer de franciser ça. Puis nous autres, c'était comme notre mandat qu'on voulait faire, de franciser ça le plus possible. Il y a des affaires qui se traduisent pas, là, mais c'est ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir un mentor extraordinaire en Jean-Paul qui m'a aidé énormément. Puis de se dire aussi, je l'ai aidé énormément à comprendre ce sport-là aussi aujourd'hui. Fait que
sais, aujourd'hui, on est... Tu sais, il y en a encore, tu sais, aujourd'hui qui vont le critiquer. Des fois, ils passent des opinions personnelles comme même, puis... Moi, je vais tout le temps le défendre à mort. C'est mon body. Là. Fait que, tu sais, si t'es pas content, moi, toi, fois, quelqu'un qui se plaint, j'envoie l'adresse d'RDS, puis envoie ton CV, viens faire notre job, man. Tu sais, si t'es pas content, viens faire notre job. Peut-être t'es meilleur, on sait pas. Peut-être qu'il y en a un qui est capable de le faire mieux que nous autres. We'll see. T'sais. On n'est pas irremplaçable. Ça, non. Non, c'est clair. Non. Puis, on en parlait juste avant, là. Parce que, comme tu étais allé faire la compétition de ADCC, qui est en Jiu-Jitsu, puis que vraiment les tops des compétitions à faire, c'est que là, ça redevient légal au Québec. Oui. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est très toi qui me l'as appris parce que j'ai pas. Je savais même pas que c'était. Parce que c'était illégal. On s'entend, c'était illégal pendant des années. Fait qu'à chaque fois que nous, dans peu importe les petites écoles, c'était. Ah, ça serait le fun de faire ça. Fallait. Faisait des petits smokers, comme on dit. On fermait les rideaux, on fermait les lumières, puis on faisait ça interne. Et ça, dépendamment. Illégal. Ouais. Ou, bon, mais il faut aller en Ontario. Il faut aller aux États, il faut aller ailleurs, puis t'as pas les sous pour faire ça. C'est juste amateur, puis c'est juste pour s'améliorer. Ouais, exact. Puis tu gagnes pas d'argent quand tu as une compétition de jiu, là, l'affaire, c'est quoi aussi, c'est que pendant les 10 dernières années, à cause qu'il y avait une plainte d'une autre organisation qui avait une compétition de jiu, de jiu brésilien, la police est arrivée, puis là, ils ont interdit ça parce qu'il y avait pas... C'était toléré, mais à cause qu'il n'y avait pas de fédération qui chapeautait les compétitions du jiu brésilien, à cause qu'il n'y avait pas de fédération olympique non plus qui donnait le go à ça, ben c'était pas légal comme tel envers la loi. Là, finalement, avec les pressions de plusieurs groupes, que je leur lève là, mon chapeau pour voir qu'ils ont rencontré beaucoup de monde au gouvernement, ils ont rencontré des maires, ils sont allés vraiment haut au niveau du gouvernement, le ministre des Sports, et finalement, là, 3 semaines, 1 mois, un bel article dans le journal qui est sorti, puis oui, on a décriminalisé le jiu-jitsu brésilien. C'est comme décriminaliser un sport. Voyons, on se bat pas avec des chaises dans un ring de barbelés, là. On fait des prises de soumission, là, Colin. Fait que, tu sais, je trouve que ça donnait une tâche à ce sport-là, qui est une communauté tellement serrée, puis tellement le fun. Tu sais, on se donne pas de coups, là. Puis cette communauté-là est vraiment amicale envers toutes les même pas des adversaires, tous les compatriotes qui vont faire des compétitions un contre l'autre. T'sais. Fait que, enfin, ici au Québec, ça a été. Maintenant, c'est revenu légal. Je peux pas croire que je dis ça, mais c'est revenu légal. Puis là, on va être capable de revenir avec des gros événements ici au Québec sans penser qu'on. Non, parce que c'est. Tu sais, puis comme tu dis, comme il n'y a pas de coût, tu sais, c'est un sport, en tout cas. Quand on m'en parle ou tout ça, je recommande tellement fortement aux gens. Puis, tu sais, vous avez des enfants, go. Go. Ils vont avoir du plaisir. Puis en plus, t'apprends des choses qui vont te servir toute ta vie. Tu sais, puis... moi, je dis tout à l'heure la même chose. Il y a beaucoup de parents qui me demandent quel art martial que je propose à leurs enfants. Moi, je vais tout le temps proposer des arts martiaux qui n'ont pas de coup en premier. T'sais, soit le judo, la lutte, le jiu brésilien, au pire la gymnastique. Pourquoi que je dis ça? Parce que faut t'apprendre à comprendre ton corps en premier, comment il marche, pour après ça être capable de contrôler quelqu'un d'autre. Je pense que je mets pas personne en dessous de l'autobus, OK? Mais je pense que tu vas développer beaucoup plus de confiance en toi quand tu regardes quelqu'un d'autre puis tu te dis, moi, je peux te contrôler à terre sans te donner de coups, sans avoir accès à la violence comme telle avec des frappes, que de péter une planche de bois. Moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais, tu comprends? Je comprends que ça rapporte beaucoup à l'enseignant, au prof, au sensei, au n'importe comment tu l'appelles. Tu as des super bons gyms de jiu-jitsu, tu en as des super mauvais. Yep. Même chose pour le karaté, même chose pour la boxe. Faut que tu trouves la bonne place. Mais moi, je trouve que jusqu'à l'âge de 10, 12 ans, moi, j'envoie tout le temps mes enfants faire du jiu-jitsu ou du judo. Je le vois de la même manière que, disons, tu sais, si, bon, c'est très hockey, tu sais, puis tu fais, ben, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de mise en échec avant 10-12. Ouais. Tu fais comme, tu vas apprendre ça. Fait qu'avec le jiu, t'as tout ça, plus, comme tu dis, connaissance de soi, contrôle de soi. Mais c'est parce que pour moi, les arts martiaux en général, mais comme lui, tu manges pas de taloche encore sur le nez, c'est le seul endroit où tu vas développer une confiance en toi puis une humilité en même temps. Ah, t'as bien raison. Tu sais, c'est comme en même temps. Le même cours, le même, parce que tu vas faire, je sais pas, tu vas juste faire des drills, ou tu vas rouler un petit peu avec des gens, puis tu vas rouler avec des gens que tu vas être capable d'imposer ce que tu as imposé, et là, tu vas rouler avec des gens où
il n'y a rien à faire. Exact. Et tu es à la merci de cette personne-là et de s'en rendre compte, ça t'amène une humilité de « Hey, même si je veux faire... » plus que t'es fâché, moins ça marche. Ben ouais. C'est ça. C'est ça, tu sais. Bottom line, c'est exactement ça. Là. C'est le fun, ça, puis... C'est ça, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, je suis comme... tout le monde devrait le vivre au moins un peu, là, parce que ça t'enlève le film Rocky de ta tête. Exact. Où t'es, ah ouais, mais non, il n'y a pas d'en ouais. Non, arrête. Tout ce que tu penses, c'est non tout de suite. Exact. Puis, on m'a souvent demandé la question, qu'est-ce que t'aimes le plus? T'aimes-tu knocker quelqu'un ou le soumettre? C'est arrivé plus souvent que j'ai knocké du monde, mais j'ai déjà, soumis du monde dans ma carrière. Dans 20 semaines. En 20 semaines. La différence, c'est que tu vas knocker quelqu'un, tu vas te sentir le plus fort du monde pendant 30 secondes. T'es comme, Puis, tu sais, des lucky punch, ça peut arriver. Des lucky soumissions, ça arrive pas. Fait que, tu sais, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est comme un jeu d'échecs. Tu te places tes pions jusqu'à temps d'arriver échec et mat, qui est la soumission. Puis quand tu pognes quelque chose, que tu n'as travaillé pas, puis que tu as fait un avancement, puis l'autre tape, il dit « Hey, good, tu m'as eu. » Tu sors de là, puis t'es comme... T'es fier pendant une semaine. Honnêtement, c'est comme un sentiment de « OK, I got it. » Tu sais, je t'ai eu, t'as pas eu le choix d'abandonner parce que avec les techniques que je connaissais, j'ai réussi à te piéger à quelque part. Sans te faire mal. Exact. Juste comme aux échecs. Exactement la même affaire. Ou moi, tu te donnes des missions. Moi, j'avais des... Aujourd'hui, c'est non. C'est non. Ça marche pas tout le temps, mais c'est non. Moi, je veux passer de à... Wow! Moi, cette fois, ça trouve que ça me fait rire, absolument. Mais pour arriver après ça, avec les sports, je veux dire, les sports qui sont plus de contact, mais ça peut venir après. Fait que, parce qu'il y en a que ça va être, que je sais, comme genre mon garçon, que moi, j'avais amené, parce qu'il m'a dit, secondaire, veut me battre, fait. Tu veux te battre? OK. Viens, on va aller à un endroit où, viens, mon chum, regarde, c'est fait pour ça. Et tout le monde est là pour ça. Puis tout le monde va vouloir que tu apprennes, puis que tu sais. Puis là, après, tu te rends compte que finalement, manger une tape sur le nez, tu fais « c'est moins agréable que je pensais, tu sais. » Puis si t'aimes ça, tu fais « Garde, t'es à la bonne place. » Puis si t'aimes vraiment ça, à la place d'aller faire ça dans la rue, dans les bars, tout ça, tu gardes, tu le fais comme faut, là, tu peux faire une carrière là-dedans. Tu vas être payé à aller le faire. T'as raison, je pense pas. Tu sais, les arts martiaux en ont sauvé bien plus qu'ils en ont mis dans le trouble. Mais c'est très rare. Il y en a. Il va tout le temps, tu sais, on peut pas, on peut pas contrôler tout le monde. Il va tout le temps avoir des tatas. Qu'est-ce que tu veux? Puis il y a des tatas qui vont savoir se battre. Mais la plupart du temps, après une couple d'années, le tata s'en va tranquillement parce que là, il y a une appréciation parce qu'il y en a tout le temps un qui va te ramasser. Puis c'est pas celui que tout le monde connaît. Des fois, c'est juste le style vieux Krusty dans le gym qui est là depuis des années. Il veut pas faire de compétition, mais en même temps, lui, il est quand même... Mais d'habitude, dans un gym, on a tout le temps un casseur. Oui, c'est ça. Le casseur. Fait que s'il y a quelqu'un qui arrive avec trop d'attitude, qui veut faire son coquille ou de quoi de même, là, tu te retournes dans le casseur. Nous autres, c'est Lee, évidemment. Vous connaissez pas, mais... Mais il s'en vient. Hein. Lee va venir faire un tour. Il dit, on le regardait. Lee, je pense qu'il veut rouler. Puis, tu sais, il repartait avec moins de confiance. Pas pour l'humilier, mais c'est un sport qui est très... tu sais, l'humilité est très importante dans ce sport-là. Puis, quand il y a un gros boom des arts martiaux mixtes, à un moment donné, il y a eu beaucoup de bodybuilders qui sont venus dans des cours de gym, des cours de jiu-jitsu au gym. Puis, eux autres, ils comprenaient pas. Tu sais, ils benchaient 600 livres. Puis là, tu mettais un gars de 150 livres de ceux autres, puis ils comprenaient pas qu'ils n'étaient pas capables de le lever. Fait que, tu sais, la technique, comment tu te places, tu sais, c'est sûr qu'on n'était pas capable de faire des clés de bras, mais on les choquait toute la gang, tu sais. Fait que, ils comprenaient pas. Après 30 secondes, ils étaient brûlés raides parce qu'ils connaissaient pas de technique. Ils faisaient juste essayer de bencher. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, la technique va toujours emporter sa force physique. Puis moi, ça, je le crois vraiment, vraiment, vraiment. Ben, c'est parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Non. C'est ce que j'ai aimé des arts martiaux mixtes. Tu sais, on n'invente pas la conversation, là, mais que ça a pris toutes les... Puis encore une fois, moi non plus, je veux pas dénigrer des techniques ou des sports en disant, c'est... Mais... Tu sais, tu peux plus acheter une cassette qui dit là, je vais te montrer le coup fatal qui va faire que ton cœur va arrêter avec, tu sais, toute cette marde-là, dans le fond, ça, au moins, ce que le MMA a fait, c'est que ça a fait, bon, ben regarde, on va voir ce qui marche pas. Il y a pas grand-chose qui marche.
Ben, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui sont le fun à faire, puis c'est une discipline personnelle, puis tu fais du tai chi, puis ça, puis c'est complètement autre chose. Tu viendras pas faire avec ton maître de tai chi, dire comme bon, ben là, je vais aller gagner la ceinture en fin de semaine. Ça marchera pas. Ben, tu sais, je pense que tous les arts martiaux sont bons. Il y en a qui sont bons un contre l'autre, mais tu sais, tu vas prendre un gars d'aïkido ou ben non, un gars de je sais pas moi, de tai chi ou de ninjutsu ou whatever. Tu vas mettre un lutteur devant lui, il n'aimera pas ça. Là. Fait aujourd'hui, tous les athlètes d'arts martiaux mixtes s'entraînent tous de la même façon. Là. Ils font tous de la lutte, du jiu brésilien. Les bases ont été trouvées. Après ça, tu peux avoir... Voilà. Tu sais, là, t'as un Wonder Boy qui fait « Whoop », qu'est-ce que tu veux? Il est fantastique avec son stand, son karaté, où il y avait l'Ioto, tout ça. Mais... il faut que tes bases soient acquises. Il faut que ta lutte soit là, ou au moins être capable de te relever. Oui, la lutte, c'est l'affaire la plus importante. Moi, j'ai fait ça à la fin. Tout fait ça tout croche, là. Mais moi, je suis devenu un bon lutteur à la fin de ma carrière. Mais la lutte, c'est ça qui va te sauver, parce que tu peux avoir une lutte défensive ou offensive. Fait que, si tu veux rester debout, une lutte défensive, tu vas amener à terre une lutte offensive. Il y en a qui sont super bons au sol, mais ils ont une lutte de marde. Le gars, t'as OK, mais le combat commence debout. Tu peux pas faire le bas de scoot là, en partant. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Puis là, toi, juste en rentrant encore, un de mes bons chums, puis un des invités qui était venu ici, Daniel Parent. Ouais. Là, toi aussi, tu m'as appris que tu allais le voir. Fait que ça, c'est quelque chose qui me fascine souvent des athlètes, puis genre du monde artistique, ou soit musicien ou acteur, c'est qu'il y a souvent une admiration des deux côtés. Mm-hmm. C'est comme moi, je suis pas un athlète professionnel de deux crises de scène, mais les gens que moi, j'ai suivis dans ma vie ou que j'ai aimés ou qui m'ont fait vibrer, c'est des athlètes professionnels. Puis il y a souvent, ce que je me rends compte, des après-carrières, il y a comme un... comme t'as Lee qui fait ça, t'as toi qui fais ça, j'ai mon chum Dave aussi qui fait ça, ou Georges qui fait... Puis ça me fascine, fait que je me demande de où ça part. Le sais-tu ou c'est juste quelque chose que t'as du fun en face de la caméra, puis tu fais hey, je veux continuer, mais d'une autre façon? Ouais, ben tu sais... Pendant ma carrière, j'avais fait une couple de caméos. Puis, je joue mon propre rôle, je suis pas pire là-dedans. On va se le dire. Mais, tu sais, j'ai comme... c'est sûr que c'est tout le temps un rêve de... En tout cas, moi, ça a tout le temps été comme un espèce de rêve de petit cul. J'ai regardé des films de... Puis je disais, t'es le super-héros, ça pourrait être moi, des affaires comme ça. Puis quand j'ai commencé, vraiment à vouloir faire ça, à me dire, OK... là, je veux me mettre plus là-dedans parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis, j'aime être sur un plateau de tournage. J'aime ça de voir comment ça marche. J'aime apprendre aussi. Puis, la première fois que j'ai été dans une formation, puis la première journée que je suis sorti de là, c'est une formation de 8 semaines. La première sortie que je suis sorti de là, je dis calvaire, je suis pas bon. Le monde s'en rend pas compte comment c'est dur, ce métier-là. C'est pas facile. Non, mais le monde regarde ça à la télé, il dit c'est facile, là, tu sais, c'est facile de faire ça, avoir une émotion, ou pleurer, ou ben non, whatever. Mais tu sors de là, puis tu sais, moi, ça faisait longtemps que j'étais devant la caméra. La caméra m'intimide pas. Ouais. Mais apprendre à jouer, c'est un métier qui est ultra compliqué. C'est un métier c'est très détaillé sur une émotion là ou une autre émotion qu'à un moment donné, tu vas être crissement dans le champ ou tu vas être direct dessus. Puis la différence est vraiment, vraiment minime. À cette heure, je le sais. À cette heure, tu sais, j'ai pris énormément de formation, puis j'en prends encore aujourd'hui. Puis je prends ça comme être un athlète. Tu sais, tu peux pas juste te battre. Moi, je m'entraîne pour être bon pour me battre. Fait que tu peux pas juste avoir des rôles. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu joues, puis ça s'appelle jouer, justement. Fait que moi, n'importe quelle occasion qu'on me dit hey, tu veux-tu faire ça, ben oui, moi, je veux jouer. C'est ça. Fait que en prenant des formations, tu t'aperçois que c'est très sous-estimé, ce métier-là d'acteur, honnêtement. Ouais. Le monde s'en rend pas compte comment que c'est difficile. Puis juste le fait de... Tu sais, moi, on m'a tout le temps dit, laisse le texte faire son travail. Hey man, quand ils m'ont dit ça le premier coup, je dis, what the fuck, de quoi tu parles, man? Qu'est-ce qu'il faut bien que je fasse? Il dit que je suis triste, faut que je sois triste. Il dit, non, le texte est triste. Tu vois, hey, là, j'étais perdu, là, moi, te le dire, là. Fait que, tu sais, je connais beaucoup de monde dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont donné des super bons in. Puis, tu sais, justement, avec Daniel, qui est un passionné incroyable. Puis, tu sais, j'aime la manière qu'il enseigne. Ça, c'est l'affaire que je te disais au début, qu'on se disait, puis, ben, tu le sais, là, je t'apprends rien, là, mais si tu trouves la bonne personne pour toi, t'es en business. Parce que là, ce qu'il va te dire, tu vas comprendre. Puis il y a la confiance aussi, que tu lui fais confiance. Puis tu sais, là, puis tu vois les résultats. C'est ça qui est le fun avec lui. Tu peux filmer, tu peux regarder. Tu fais, Chris, je commence à voir. C'est nice. Tu sais, parce que quand tu sais, j'ai joué avec, surtout dans l'échappée, j'ai joué avec des Sonia Vachon. Puis quand je m'aperçois que quand tu joues avec du monde vraiment bon,
ça élève ton jeu aussi. Tu t'accotes sur eux autres. C'est comme quand tu roules avec quelqu'un qui est vraiment... Je veux dire, c'est la même chose. Je vois beaucoup de similitudes là-dedans. C'est les mêmes affaires, ça fait moins mal. Ouais, il y a ça. Mais, tu sais, j'arrête pas de le dire, puis que ce métier-là, il est très... il est sous-apprécié, je pense. Je pense que tout le monde... C'est comme le combat. Tous les gars se sont déjà battus dans le cours d'école, se sont déjà battus avec leurs frères, leurs cousins dans le salon. Ah, je serais capable de faire ça. Jusqu'à temps qu'ils mettent le pied sur le tapis. Et calvaire, OK. Mais sans même en faire. Tout le monde dit, je serais capable de faire jouer Rambo, je serais bien facile. Là, t'arrives sur le plateau, t'as 50 personnes, puis personne part. Dit, OK, go. Là, c'est fret en esti. Ouais, mais là, il se pose avoir des explosions. Non, on va les mettre après. Calvaire, OK, mets-toi, OK, go, t'es triste ou t'es fâché. Tu sais, fait que c'est complètement... c'est moins... je peux dire ça, c'est ça. C'est moins facile que le monde pense. Surtout quand il faut vraiment passer à ses sourcils. Ouais, exact. J'ai un problème de sourcils d'après quelqu'un, mais bon, c'est d'autres choses, ça. Mais c'est vrai, puis... Tu vois, moi, j'avais vécu l'inverse, dans le sens... Puis, tu sais, je suis pas un athlète de scène, c'est rien, mais... Un moment donné, je me souviens, on m'a amené avec Dave Loiseau, puis on pensait peut-être se rebattre, tout ça. Fait que, on drillait pas mal fort les fins de semaine, puis maintenant, on faisait de la cage, tu sais. Juste de la cage, juste du mur. Ouais. Juste être là, descendre, se remonter. J'étais tellement brûlé par là. Puis pas pris de temps, là. Puis j'étais comme... Fait après ça, ma vie a complètement changé quand je regardais, puis je savais un petit peu. Là, j'étais comme... pourquoi il se tasse pas? Il essaye. Inquiète-toi pas, puis inquiète-toi pas qu'il n'y a pas le goût d'être là. Il n'y a pas le goût d'être là, puis c'est pas évident. Fait que quand quelqu'un te garde au sol contre ton gré de là, tu fais... Ouais. Puis tu sais, c'est la première force de moi comme commentateur, c'est que je les ai toutes vécues. Ouais. Fait que quand le gars est en dessous, puis là, tu vois, ça marche pas... Je file sa douleur. Puis là, j'essaie de l'expliquer comment il se sent. Puis même des fois, il y a des combats plates, puis il est en dessous. Puis oui, je dis, il y a des bases qu'il devrait savoir. Sauf que je fais tout le temps, je temporise tout le temps la critique sur OK, moi, je l'ai vécu, je sais c'est quoi, puis j'essaie de faire comprendre au monde à la maison que te confirme, ça ne tente pas d'être là. Puis 5 minutes, on va dire 5 minutes, c'est pas long. Quand ça va pas bien, c'est long. C'est interminable. Puis tu sais, il y a combat plate, pour moi, ça. Combat plate, il y en a eu quelques-uns, puis c'est quand les gens se touchaient pas. Il y avait Derek Lewis qui était avec... Ngannou. Exact. Ça, là, ça commence à être difficile à... mais ça, c'est difficile à décrire aussi. T'étais pas pris, hein? T'étais rendu à parler de quoi? Tu comptais-tu des anecdotes? Écoute, maintenant, on parlait de n'importe quoi, là. T'es quasiment rendu de parler de la cousine à Derek Lewis, qu'il avait sorti de prison, c'était un ancien chauffeur de Triple A. T'étais-tu fidé avec tes feuilles ou il fallait... Non, mais on n'avait plus de notes, là, maintenant, après 3 rounds. Puis en plus, c'est un 5 rounds, c'était 25 minutes à jaser. Avec là, Mané, Jean-Paul, lui, il y en a des histoires, là. On parlait des expos qu'il avait voyagé avec, puis on n'avait rien à décrire. Fait que, tu sais, ce qui nous aide, nous autres, c'est qu'on a une image qui va nous supporter. C'est pas comme à la radio, il y a des blancs. Fait que des fois, tu sais, si t'as des blancs, il se passe pas grand-chose, ça peut nous sauver, mais maintenant, tu sais, je me souviens, le réalisateur, il dit « OK, les boys, ça serait peut-être le temps de dire quelque chose. » Je peux pas décrire ce qui se passe pas, tu sais. Peut-être un commanditaire. Y a-tu quelque chose qu'on peut dire? Y a-tu une pub qu'on peut faire? Aide-nous à nous aider. Puis, ça fait combien d'années que tu fais des conférences? Ça fait ça fait un bon bout. Ça fait depuis 2018. Puis c'est quoi qu'est-ce qui t'a fait faire? Parce que vous êtes plusieurs, là. J'ai des chums qui font ça aussi, puis tout ça. Puis c'est quoi le moteur qui a fait? C'est interne ou c'est quelqu'un d'autre qui a dit « Hey, on aimerait ça si tu viens de parler? » En 2016, on m'a approché pour faire un livre. J'ai fait 2 livres, là, mais le premier qui s'appelle « Tout est possible ». Parce que j'avais parlé de mon histoire avec un homme d'affaires, puis lui, il est en train d'écrire un livre sur les finances avec une ghostwriter, puis elle faisait aussi comme des biographies. Fait que, tu sais, là, c'était intéressant mon histoire de vie, mon histoire de carrière aussi. Puis lui, il voyait une grande résilience dans ce que j'ai vécu, tu sais, dans ma vie personnelle puis dans ma vie professionnelle. Puis moi, j'ai un petit village de Saint-Narcisse, là, dans le fin fond du Bas-Saint-Laurent. Et honnêtement, tu tournes à droite d'un terre, un coup perdu, t'es quasiment arrivé. Là, tu continues, tu vas arriver. Fait que,
Mais c'est la plus belle place au monde. Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont sortis de là. Quand tu nais dans un village là, tu nais là, tu travailles là, puis tu meurs là. Tu sais, c'est comme ça. Mais moi, j'ai tout le temps été bien fier de représenter ce village-là à travers la planète entière. Puis, tu sais, j'ai vécu sous le seuil de la pauvreté avec ma mère qui était une monoparentale. Je suis un enfant unique. Puis, tu sais, ma mère était super courageuse. Puis, on n'a jamais accepté de se plaindre. On a toujours essayé que la journée de demain soit la meilleure qu'aujourd'hui. Puis, l'expression être né pour un petit pain, on n'a jamais adhéré à ça. Fait que ce livre-là était là-dessus. C'était marqué, tout est possible. Puis j'avais comme placé des trucs pour moi que j'avais fait dans ma vie pour toujours être capable de revenir au sommet. Même dans ma carrière, tu sais, la pire affaire qui m'était arrivée, c'est que je me suis éclaté les genoux en combat de championnat du monde. C'est une autre affaire, aller checker. Sauf que là, tu sais, je me dis, t'es sérieux, là, dans le plus grand moment de ma carrière, mon corps me laisse tomber. Tu sais, ça m'a pris du temps avant de faire la paix avec ça, mais après ça, tu sais, on m'a sacré dehors, je suis revenu à l'UFC, j'ai un gros comeback. Fait que ça, c'est une autre affaire de résilience aussi. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai bâti quelque chose de vraiment le fun pour une conférence. Puis c'est basé sur mon livre, mais c'est basé là-dessus aussi. C'est une conférence qui s'appelle Tout est possible, puis ça parle de résilience puis de motivation. Puis, tu sais, je parle de... Dans cette conférence-là, je parle justement de contrôler le contrôlable. J'explique c'est quoi. J'explique, tu sais, comment que c'est difficile à... C'est difficile à mettre ça d'avant-plan. Mais un coup que tu l'as, tu es bien moins stressé. Tu sais, je parle que c'est important d'être égoïste dans la vie. Pas matériel, mais d'être moi. Tu sais, au début, je montre des photos de ce que je suis rendu, qu'est-ce que je faisais. Puis je montre des photos de ma famille, de ma fille, puis de mon gars, puis de ma femme. Je dis, tu sais, eux autres, là, tu sais, je tuerais pour eux autres. Mais la personne la plus importante dans ma vie, c'est pas eux autres, c'est moi. Là. Parce que si je suis pas bien avec moi, je peux pas être un bon père, je peux pas être un bon mari, je peux pas être un bon chum. Fait qu'il faut que je m'occupe avec moi, il faut que je sois égoïste envers moi-même. Fait que, tu sais, c'est une conférence là-dessus, puis tu sais, j'en fais beaucoup dans les corporatifs, j'en fais beaucoup dans les écoles aussi. Puis souvent, tu sais, c'est une conférence qui va dire qui est assez directe. Tu sais, quand je parle de la chance, ça n'existe pas, faut que tu sois égoïste. Mais t'es quelqu'un comme ça, parce que sinon, ça serait pas toi. Non, mais c'est là, ça. Fait que... Mais j'adore ça. Puis, tu sais, je suis capable d'en pogner un de la gang. Ma job est faite. Puis d'habitude, ça passe super bien. Puis j'en fais peut-être 10-15 par année. Puis c'est super cool. Puis j'aime vraiment ça. Puis elle est setée, là. Fait que j'arrive là, puis ça coule. Puis dépendamment de la clientèle qui est avant moi, tu sais, je l'ai fait devant 150 coiffeuses au Manoir Saint-Sauveur il y a 3 semaines. Fait que juste mes exemples vont changer, mais la ligne directrice, ça reste pareil. T'sais. Puis en terminant, Crème, ça fait déjà 1 heure, t'avais fait une espèce de combat amateur, ou pas amateur, mais c'est quoi? Caritatif. Caritatif avec Hugo Girard. Ouais. Tu as fait attention. Ben, j'espère. Écoute, moi, dans ma tête, c'est une exhibition. Oui, mais toi, c'est tout le temps ça, là. Toi, tu sais c'est quoi? Ouais. Tu fais comme, OK, je vais. Puis souvent, de l'autre côté, un peu de feu. Mais c'était correct. Okay. Moi, je l'aime beaucoup. Il était correct. Mais juste parce qu'il était ici il y a 2 semaines. Ouais, c'est juste pour ça. Mais c'était drôle, mais c'est parce que, tu sais, c'est une exhibition. Puis, avec Hugo Girard. Pour ceux, c'était Pat contre Hugo Girard. C'était pour... j'ai oublié l'organisme, la fondation, là, mais c'était dans c'est pour le sport du monde handicapé. Puis on avait ramassé quand même pas loin de 10 000 $ pour cette fondation-là. Puis c'était vraiment cool. Puis finalement, on a fait un combat de 3 rounds. Puis... Tu sais, moi, je voulais donner un spectacle. Là. Fait que, je dis, ouais, vas-y, varge. Là. Puis je me mettais dans les câbles, puis je tournais avec les coups, puis je l'ai pogné 2-3 fois, tu sais, solide. Puis là, j'avais regardé, j'étais correct. Mais moi, dans ma tête, c'est une exhibition. Fait qu'on allait s'amuser. Mais tu sais, après ça, oui, je roulais avec les coups. Mais après ça, je regardais les photos. À un moment donné, il y a une photo, tu vois, il s'élance. La veine à part du pouce, elle s'en va jusqu'à l'oreille ici. Il est de même. Puis tu vois qu'il veut me traverser, là. Mais, écoute, l'important, c'est que personne s'est fait mal. Puis on a ramassé de l'argent. Savoir, parce que moi, c'était pas l'autre bord qui me faisait peur. J'espère qu'il a pas fait mal. Parce on va finir là-dessus, mais c'est parce que tu parlais de Lee tantôt qui est cascadeur aussi. Puis quand moi, j'ai moins là, tu sais, je vieillis tout ça, mais des combats, des affaires, puis c'est OK, ouais, tu vas être tel acteur. Je dis non, j'en veux pas de tes acteurs. Tu vas me donner un cascadeur. Parce que le cascadeur, ce qu'on fait en répète, ça va être exactement la même affaire quand je vais entendre l'action. L'acteur, quand on va répéter, il va entendre l'action. C'est ça. La veine, elle va partir de là. Puis c'est là que tout le monde se fait mal tout le temps. Ouais. Ben, j'imagine. Je te dis. Tu veux que ça soit le plus réel possible. Oui, mais en même temps, c'est pas réel. Mais ouais, ça.
J'aime beaucoup John Wick, mais il est no fucking way qui passe à travers 250 personnes par film. C'est juste Tom Cruise qui fait les siennes, c'est tout. Hey, un gros merci, Pat. Je te remercie bien. Vraiment, là, je suis vraiment, vraiment content. Comme je te dis, ça fait des années que moi, je te connais, je te suis de loin. Là. Fait que j'étais vraiment content pour m'asseoir avec toi. Yes. Yeah, man. Hey, merci.